J'ai raté mon vol et j'ai vu une belle femme sans abri avec un bébé. Ayant pitié d'elle, je lui ai donné les clés de ma maison de plage, je pars pour 3 mois, restez-y et des négociations difficiles m'ont retenu pendant 6 mois. Quand je suis revenu, j'ai blêmi. Se précipitant pour attraper son vol, la femme d'affaires remarqua une belle sans-abri avec un bébé. Prise de pitié pour eux, elle leur tendit les clés de sa maison du lac. Je pars en négociation pour 3 mois. Habitez chez moi pour l'instant. En raison de négociations difficiles, la femme ne revint qu'après 6 mois. Se souvenant de la femme avec le bébé, elle conduisit jusqu'à la maison du lac, et devint pâle en voyant ce qui s'y trouvait. Alta Vance dirigeait une entreprise familiale, qu'elle avait héritée de son père. À seulement 25 ans, le poids de l'entreprise tout entière était retombé sur ses épaules. Elle avait consacré sa vie au travail, et par conséquent, elle n'avait jamais fondé sa propre famille. Elle n'avait que sa mère, qui lui rappelait fréquemment à quel point il était important de trouver un partenaire aimé, et cela l'irritait au plus haut point. Alta gara sa berline noire dans l'allée. À 23h40 précise, elle renversa la tête en arrière contre le siège, et ferma les yeux un instant. La journée avait été éreintante. Les négociations avec les fournisseurs s'étaient prolongées jusqu'au soir. Ensuite, elle avait dû gérer une crise à l'entrepôt, et après cela, 2 autres heures avaient été consacrées à l'examen des rapports trimestriels. 55 ans est un âge où le corps ne pardonne plus, surtout après de tels marathons. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur. Sa peau brun foncé montrait des signes de fatigue. Il y avait de légères rides près de ses tempes, et sa coiffure professionnelle, habituellement nette, était légèrement effilochée sur les bords. Il y a 30 ans, lorsque son père lui avait remis les rênes de l'entreprise, elle avait l'air complètement différente. Elle était pleine d'énergie, d'ambition, prête à déplacer des montagnes. Maintenant, chaque jour ressemblait à une bataille, qu'elle devait gagner juste pour maintenir l'entreprise à flot. Alta sortit de la voiture, tira sa mallette du coffre, et se dirigea vers la porte d'entrée. La maison l'accueillit dans la pénombre du couloir, en silence. Non, pas un silence complet. De la cuisine provenait le murmure sourd de la télévision. Enlevant ses talons et accrochant son manteau, Alta entra dans la cuisine. Comme prévu, sa mère, Béatrice Vance, était assise à la table. Une tasse de thé à moitié finie se tenait devant elle, et son regard était fixé sur l'écran de télévision, qui diffusait une émission de santé. « Il est presque minuit encore, et tu rentres à peine du travail », dit Béatrice sans même tourner la tête. Sa voix semblait fatiguée, mais l'insatisfaction y était indéniable. « Quand vas-tu arrêter de te torturer, et enfin respirer ? Ne comprends-tu pas qu'à ton âge, le repos est important ?» Alta sentit quelque chose se serrer à l'intérieur d'elle. Chaque soir, c'était la même chose. À chaque fois, les mêmes mots, le même ton plein de reproches. Elle marcha jusqu'au bar, sortit une bouteille de vin rouge, et se versa un verre. « Ça suffit, maman. » La voix d'Alta sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « J'entends ces leçons tous les jours. » Béatrice arracha enfin ses yeux de la télévision, et se tourna vers sa fille. Son visage exprimait une véritable perplexité. « Quelle leçon ? Je m'inquiète juste pour toi. Tu travailles comme si tu étais maudite. Tu ne t'accordes aucun répit. Et as-tu jamais réfléchi à pourquoi les choses ont tourné ainsi ? » Alta l'interrompit, prenant une grande gorgée de vin. L'alcool brûla sa gorge, mais elle ne s'arrêta pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Béatrice se redressa sur sa chaise, un regard de lassitude apparaissant dans ses yeux. Alta posa le verre sur la table, et croisa les bras sur sa poitrine. C'était comme si un barrage avait rompu à l'intérieur d'elle. Tous les mots qui s'empilaient depuis des années, tous les griefs et les accusations non dites, jaillirent d'un coup. Cela ne compte-t-il pas, que ce soit toi et papa qui m'ayez rendu ainsi ? Sa voix tremblait sous l'émotion accumulée. C'est vous deux qui m'avez séparé de Julien, en prétendant qu'il n'était pas assez bien pour moi. Elle saisit le verre, et prit plusieurs autres gorgées nerveuses. Le vin commençait déjà à faire effet, déliant sa langue et supprimant ses filtres. « Julien ? » demanda Béatrice, la surprise se reflétant sur son visage. « Mon Dieu, Alta, c'était il y a plus de 30 ans. C'était un simple étudiant, sans un sou en poche. Il m'aimait. » cria Alta. « Il m'aimait sincèrement, mais toi et papa m'avaient convaincu que je méritais mieux, qu'il n'était pas assez bien, qu'il n'avait aucune ambition. Nous voulions une vie meilleure pour toi, commença Béatrice.
Mais sa fille ne la laissa pas finir. Et le prétendant suivant était le concurrent de papa, continua Alta, sa voix devenant de plus en plus brisée. Trop ambitieux, avez-vous dit. Il va nous dépouiller de tout. Prendre le contrôle de l'entreprise. Et ensuite, c'était le mauvais âge, ou le besoin de penser aux études supérieures, ou la carrière qui est plus importante. Elle s'affaissa sur la chaise en face de sa mère, les larmes brillant dans ses yeux. Et puis j'ai dû reprendre l'entreprise. La voix d'Alta tomba dans un murmure. Papa est mort, et tout s'est écroulé sur moi. Quand étais-je censé rencontrer des hommes? Quand tout mon temps passait à maintenir l'entreprise à un niveau respectable? Quand je trimais pendant 14 heures par jour, juste pour ne pas ruiner ce que père avait construit? Béatrice resta assise en silence, pressant ses lèvres en une ligne fine, ses doigts triturant nerveusement le bord d'une serviette. Ne nous blâme pas pour tout, dit-elle finalement, de l'acier entrant dans sa voix. Nous avons toujours fait tout ce que nous pouvions pour toi. Ton père a bâti cette entreprise de zéro. Nous voulions que tu aies un avenir. Et où est cet avenir meilleur? Alta rit amèrement. Où est-il, maman? J'ai 55 ans. Pas de mari, pas d'enfants, pas de petits-enfants que tu veux t'en garder. Seulement une mère qui me rend constamment folle avec ses leçons de morale. N'ose pas me parler comme ça. Béatrice se leva brusquement de sa chaise. Son visage avait pâli, et ses yeux étincelaient de colère. N'ose pas. Je suis ta mère. Et alors? Alta se leva aussi. Est-ce que cela te donne le droit de contrôler ma vie? Tu l'as gâché, maman. Tu l'as gâché toi-même. Tu es coupable. Cria Béatrice. Tu as raté ton moment. Personne ne t'a forcé à trimer des jours entiers. D'autres femmes ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à travailler et à fonder une famille. D'autres femmes ne portent pas une entreprise de plusieurs millions de dollars sur leur dos. Claqua Alta. D'autres femmes ne vivent pas avec des parents qui pensent que personne n'est digne de leur précieuse fille. Nous voulions juste que tu ne fasses pas d'erreur. Une erreur? Alta rit de manière hystérique. J'ai fait une erreur de toute façon, maman. J'ai fait une erreur quand je vous ai écouté. Julien possède maintenant une chaîne de restaurants dans 3 villes. Et souviens-toi de Marcus, le concurrent de papa? Il a 2 enfants adultes, une entreprise prospère et une vie heureuse, et moi. Je suis seul. Un lourd silence plana dans l'air. Béatrice s'affaissa de nouveau sur la chaise, comme si ses forces l'avaient quittée. Tu es injuste, dit-elle doucement. Père et moi avons travaillé toute notre vie pour te donner la meilleure éducation, l'entreprise, cette maison. Je ne voulais pas de l'entreprise, hurla Alta. Je voulais aimer et être aimé. Je voulais des enfants. Je voulais me réveiller à côté d'une personne qui me tient dans ses bras, pas à côté d'une pile de documents. Alors pourquoi as-tu accepté de diriger l'entreprise? Béatrice regarda sa fille avec défi. Personne ne t'a forcé. Comment ça, vous ne m'avez pas forcé? Alta sentit les larmes percer enfin. Papa était allongé à l'hôpital, me suppliant de ne pas laisser l'entreprise s'effondrer. Sa vie était dans cette affaire. Et toi? Tu pleurais tous les jours, disant que si je ne prenais pas le contrôle en main, nous perdrions tout. Que la vie de papa tomberait en poussière. Comment pouvais-je refuser? Béatrice se détourna vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Je ne savais pas que tu pensais ainsi, murmura-t-elle. Bien sûr que tu ne savais pas, répondit Alta avec lassitude, essuyant ses larmes. Tu n'as jamais demandé ce que je voulais. Tu as toujours su mieux que tout le monde. Alta finit le vin, et posa le verre vide sur la table. J'ai besoin de dormir. Réunion importante demain. Elle se dirigea vers la sortie de la cuisine, mais s'arrêta au seuil sans se retourner. Tu as raison sur une chose, maman. J'ai raté mon moment, mais c'est arrivé non seulement parce que je l'ai décidé, mais parce que toi et père ne m'avez pas laissé vivre ma propre vie. Alta monta dans sa chambre, ferma la porte, et appuya son dos contre elle. En bas, dans la cuisine, la lumière était toujours allumée. Elle réalisa qu'elle ne pourrait pas faire changer sa mère d'avis. Béatrice avait toujours cru qu'elle avait raison. Argumenter ou expliquer quoi que ce soit était inutile. Cette dispute, comme des dizaines avant elle, ne changerait rien. Demain matin, elle se parlerait froidement et avec raideur, faisant semblant que rien ne s'était passé. Comme toujours,
Alta se réveilla avec la tête lourde et un goût amer dans la bouche. Le vin d'hier n'avait pas été la meilleure idée, surtout avant une importante journée de travail. Elle regarda l'horloge, 7 heures du matin. Elle devait se préparer. En descendant à la cuisine, Alta découvrit que sa mère n'était pas là. Habituellement, Béatrice se levait tôt, et à cette heure-ci, elle était déjà assise à la table avec une tasse de café et le journal. La cuisine est vide aujourd'hui. Elle est probablement offensée après hier, pensa Alta, se versant du café à la machine. La culpabilité la rongeait de l'intérieur, mais elle la réprima rapidement. Il n'y avait pas de temps pour gérer les drames familiaux en ce moment. Les négociations avec de nouveaux investisseurs approchaient, et elle devait se préparer. Elle prit un petit déjeuner hâtif, laissa un court mot pour sa mère sur la table, nous rentrerons tard, et conduisit au travail. Le bureau l'accueillit avec l'agitation habituelle. La réceptionniste fit un rapport sur les appels. Elias Thorne, son chef de cabinet, apporta un dossier de documents pour la réunion à venir. Alta s'immergea dans le travail, essayant de ne pas penser à la querelle d'hier. Il était environ 14 heures, lorsqu'un appel de Martha clignota sur son téléphone. Alta fronça les sourcils. Martha, la gouvernante, ne la dérangeait généralement pas pour des bagatelles. « Oui, j'écoute », répondit-elle, continuant de scanner des documents. « Madame Vance. » La voix de Martha semblait alarmée, voire effrayée. Madame Béatrice a disparu. Alta se figea, ne comprenant pas immédiatement ce qu'elle entendait. « Comment ça, disparu ?» Son cœur fit un bond désagréable. « Je ne la trouve nulle part. » Martha parlait vite, de manière incohérente. Elle n'était pas dans la cuisine ce matin. Je pensais qu'elle dormait encore, mais quand elle n'était toujours pas sortie à 10 heures, je suis allé vérifier. Le lit est fait. Elle n'est pas dans la chambre. J'ai fouillé toutes les pièces, toute la maison, regardé dans la cour. J'ai couru dans la rue et l'ai appelée, mais Madame Béatrice n'est nulle part. C'est tout ce qu'il me manquait. Alta se leva brusquement du bureau, laissant tomber le dossier de documents, les papiers s'éparpillèrent sur le sol, mais elle ne s'en souciait pas. « Martha, êtes-vous sûre d'avoir vérifié partout ?» Absolument. J'ai même regardé dans le sous-sol et le garage. Son téléphone est posé sur la table de nuit dans la chambre. J'arrive bientôt. Alta raccrocha et appuya sur le bouton de l'interphone. Elias, entrez immédiatement. Son assistant apparut en quelques secondes, sentant apparemment l'anxiété dans sa voix. Oui, mademoiselle Vance ? Elias, j'ai des circonstances imprévues. Alta rassemblait déjà des affaires dans son sac. Ses mains tremblaient légèrement. Ma mère a disparu. Je dois gérer les recherches immédiatement. Reprogrammer toutes les réunions. Disparu ? Comment ? Je ne sais pas, le coupa Alta sèchement. La gouvernante dit qu'elle n'est pas à la maison depuis ce matin. Elias Thorne était avec Alta depuis 10 ans. En ce temps-là, ils étaient devenus non seulement patronne et subordonnés, mais presque amis. Il vit son visage tendu et comprit la gravité de la situation. Mademoiselle Vance, puis-je aider en quoi que ce soit ? Peut-être organiser une équipe de recherche ou conduire avec vous ? Alta réfléchit une seconde mais secoua la tête. Pas encore. Si j'ai besoin de votre aide, j'appellerai. Elle saisit son sac et son manteau, et sortit pratiquement en courant du bureau, laissant un Elias désemparé au milieu de la pièce. Sur le trajet vers la maison, Alta repassa tous les scénarios possibles dans sa tête. Où sa mère pouvait-elle être ? Aurait-elle vraiment pu être si offensée par les mots d'hier qu'elle aurait décidé de partir ? Mais où ? Freinant brusquement à un feu rouge, Alta composa le numéro d'Elizabeth Barnes, une vieille amie de sa mère. « Allô » répondit une voix féminine joyeuse. « Madame Barnes, c'est Alta. Est-ce que ma mère est avec vous ? » Non, Alta, chérie. Pourquoi ? S'est-il passé quelque chose ? La lassitude apparut dans la voix de la femme. Non, tout va bien, mentit Alta, ne voulant pas créer de panique prématurément. Je me demandais juste où elle était allée. Peut-être qu'elle vous a appelé aujourd'hui. Non, ma chère. Béatrice et moi avons parlé avant-hier. Elle m'a invité pour le thé la semaine prochaine. Quelque chose ne va pas ? Non, non, tout est bon. Merci. Alta raccrocha et composa le numéro suivant. Valentina, une autre amie, ne savait rien non plus.
De plus, elle fut surprise par l'appel. Alta, Béatrice n'est pas à la maison. Étrange. Nous avons parlé au téléphone hier. Elle prévoyait de s'occuper des fleurs dans la serre aujourd'hui. Elle disait qu'elle ne s'était pas occupée des roses depuis longtemps. Merci, Madame Valentina. Si jamais elle vous appelle, s'il vous plaît, faites-le moi savoir immédiatement. Bien sûr, mon enfant, tu me fais peur. Est-ce que Béatrice va bien? Oui, nous nous sommes juste croisés. Alta mentit encore et raccrocha. Soudain, cela la frappa, le cimetière. Sa mère y allait souvent, surtout quand elle était bouleversée ou voulait être dans le silence. Peut-être qu'après la dispute d'hier, elle était allée sur la tombe de son mari. Alta fit demi-tour avec la voiture, et se dirigea vers le cimetière. Le trajet prit 20 minutes, qui semblèrent une éternité. Des pensées anxieuses grouillaient dans sa tête. Et si maman s'était sentie mal? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je n'aurais pas dû lui parler comme ça hier, pensa amèrement Alta. Je n'aurais pas dû m'énerver. Elle a 79 ans. Elle a une maladie cardiaque. Le cimetière l'accueillit avec le silence, et le bruissement des feuilles d'automne. Alta courut presque le long des allées familières jusqu'à la tombe de son père. Ses talons claquaient sur l'asphalte, sa respiration était saccadée. La tombe était bien entretenue. Des fleurs fraîches reposaient sur le marbre noir. Apparemment, sa mère était venue récemment, mais personne n'était là maintenant. Alta s'affaissa sur le banc près de la tombe. Les larmes roulèrent sur ses joues d'elle-même. « Papa, comment a-t-elle pu faire ça ?» murmura-t-elle, regardant la photo de son père sur le monument. « Où maman a-t-elle pu aller ? Je ne voulais pas la blesser. Je suis juste fatiguée. » Fatiguée de faire semblant que tout va bien. Langston Vance la regardait depuis la photo, sévère et calme. Alta se souvint comment il savait toujours l'apaiser d'un seul regard, comment il trouvait les mots justes dans un moment difficile. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle doucement. Mais aucune réponse ne suivit, bien sûr. Elle resta assise encore quelques minutes, essuya ses larmes, et se leva. Elle devait agir, pas s'asseoir et pleurer. Sur le chemin du retour, Alta commença à appeler les hôpitaux. Elle tremblait à l'idée que sa mère ait pu avoir un accident ou une crise cardiaque. « Bonjour. Avez-vous admis une femme aujourd'hui, d'environ 79 ans ? Béatrice Vance. 1 minute. Laissez-moi vérifier. Non, nous n'avons pas une telle patiente. Elle appela 4 hôpitaux. Aucun résultat. Ensuite, Alta conduisit jusqu'au poste de police. Le sergent de bureau la reçut sans enthousiasme, clairement occupé par ses propres affaires. « Je veux signaler une personne disparue », dit fermement Alta. « Asseyez-vous. Quand la personne a-t-elle disparu ? Ce matin, ou peut-être pendant la nuit. Vous ne savez pas avec certitude ? » L'officier la regarda. « Ce matin. Je comprends que légalement vous pourriez attendre, mais elle a 79 ans. » La voix d'Alta tremblait. « Elle a des problèmes cardiaques. » « Très bien, remplissons un rapport. » L'officier sortit un formulaire. « Nom, âge de la personne disparue. Béatrice Vance, 79 ans. Description. Femme noire soignée. » Alta essaya de se rappeler tous les détails. Taille moyenne, environ 1,65 m. Cheveux gris. Elle les porte généralement en chignon. Yeux marrons. Porte des lunettes de lecture. Que portait-elle ? Je ne sais pas. Je suis parti tôt le matin. Je ne l'ai pas vue. A-t-elle des problèmes de mémoire ? Une tendance à errer ? Non. Alta secoua la tête. Non. Pas de problème de mémoire. Elle a toujours été saine d'esprit. Peut-être y a-t-il eu un conflit, une raison pour laquelle elle aurait pu partir ? Alta se tut. La dispute d'hier remonta dans sa mémoire en couleurs vives. Nous avons eu un désaccord hier soir, mais ce n'est pas une raison pour disparaître. Je vois. L'officier nota quelque chose. Laissez vos coordonnées. Nous allons enquêter. Mais généralement, dans de tels cas, les gens reviennent d'eux-mêmes. Peut-être que votre mère veut juste vous donner une leçon. Me donner une leçon ? Alta sentit la colère bouillir en elle. Elle a 79 ans, pas 17. Néanmoins,
cela arrive, répondit calmement l'officier. Rentrez chez vous. Attendez. Si elle n'apparaît pas dans 24 heures, nous activerons une recherche plus large. Alta quitta le poste, se sentant dévastée et impuissante. Elle rentra chez elle où une Martha inquiète avait déjà allumé toutes les lumières, comme si une lumière vive pouvait aider à ramener la maîtresse disparue. Rien? Demanda la gouvernante avec espoir. Rien. Alta entra dans le salon et s'affaissa sur le canapé. Peut-être est-elle allée chez l'un des parents? Elle n'a pas de parents proches à part moi, répondit Alta avec lassitude. Martha, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement dernièrement? Non, mademoiselle Vance. Madame Béatrice était comme d'habitude. C'est vrai, ces derniers jours, elle semblait un peu pensive, mais je n'y ai pas attaché d'importance. Alta sortit son téléphone et commença à appeler de nouveau les hôpitaux, les morgues et les centres de soins d'urgence. À chaque réponse négative, la panique grandissait. Dans la soirée, Elias appela. Mademoiselle Vance, comment vont les choses? Votre mère a-t-elle été retrouvée? Non. La voix d'Alta sonnait creuse. Elias, annulez toutes mes réunions pour demain aussi. Je ne peux pas penser au travail quand je ne sais pas où est ma mère. Bien sûr. Peut-être. Peut-être organiser une annonce ou engager des détectives privés? Détectives? Oui, c'est une bonne idée. Je m'en occuperai dès demain matin. Alta ne dormit pas de la nuit. Elle resta assise dans le fauteuil du salon, enveloppée dans une couverture, fixant le téléphone, espérant qu'il sonnerait, que sa mère appellerait et dirait que tout allait bien, qu'elle voulait juste être seule. Mais le téléphone restait silencieux. La même pensée tournait dans sa tête, et si je ne la revoyais jamais? Et si les derniers mots que nous nous sommes dits étaient pleins de colère et de ressentiment? Alta ferma les yeux, et les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait si impuissante. Elle pouvait contrôler l'entreprise, conclure des affaires, résoudre des problèmes, mais comment trouver une personne qui s'était simplement volatilisée? 3 jours passèrent depuis la disparition de Béatrice, et Alta avait l'impression de perdre lentement la raison. La police travaillait, mais sans grand enthousiasme. Trop de personnes disparues, trop peu de ressources. Chaque jour, elle appelait le commissariat, et chaque jour elle obtenait la même réponse, les mesures de recherche opérationnelle sont en cours. Veuillez patienter. Alta était assise dans son bureau, regardant par la fenêtre le ciel gris d'automne. Des documents intacts gisaient sur le bureau devant elle. L'ordinateur était allumé, mais elle ne pouvait pas se forcer à travailler. Chaque fois qu'elle essayait de se concentrer sur des chiffres et des rapports, le visage de sa mère flottait devant ses yeux. La porte du bureau s'ouvrit doucement, et Elias entra avec un autre dossier de papier. Mademoiselle Vance, vous devez signer. Elias. Alta l'interrompit sans quitter la fenêtre des yeux. Connais-tu de bons détectives privés? Son assistant se figea dans l'embrasure de la porte. Détective privé? Vous voulez engager un privé? La police travaille trop lentement. J'ai besoin d'un professionnel qui se concentrera uniquement sur cette affaire. Elle se tourna enfin vers lui. Elias remarqua les cernes sombres sous ses yeux, la pâleur de son visage. As-tu des contacts? Il y a un homme. Elias hocha la tête. Silas Grange. Il travaillait aux homicides, puis s'est mis à son compte. Très méticuleux et fiable. Mon frère est allé le voir il y a quelques années pour retrouver un débiteur. Il l'a trouvé en 1 semaine. J'ai besoin de lui d'urgence. Alta attrapa son téléphone. Donne-moi son numéro. Une demi-heure plus tard, le détective Silas Grange était assis dans son bureau. Un homme d'environ 50 ans, aux yeux gris perçants et aux manières calmes. Il inspirait confiance. Il sortit un bloc-notes et un stylo. Monsieur Grange, j'ai besoin de votre aide, commença Alta, essayant de parler avec assurance, bien que sa voix trahisse un tremblement. Ma mère a disparu il y a 3 jours. Racontez-moi en détail. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Dans la soirée, la veille de la disparition, nous nous sommes disputés. C'était dur pour Alta d'admettre cela à voix haute. Le lendemain matin, je suis parti travailler tôt, je ne l'ai pas vue, et dans l'après-midi, la gouvernante a appelé et a dit que maman n'était pas à la maison. Quelle était la cause de la dispute? Alta serra les poings. Je l'ai accusée d'avoir gâché ma vie.
J'ai dit qu'à cause d'elle, je n'avais pas de famille. C'était stupide. Je n'aurais pas dû. Mademoiselle Vance, l'interrompit doucement le détective. Je ne vous juge pas. J'ai besoin de faits pour comprendre ce qui a pu se passer. Votre mère aurait-elle pu partir sous le coup de l'émotion? Je ne sais pas, Alta passa une main sur son visage. Elle était offensée, c'est sûr. Mais de là à prendre ses affaires et partir. Elle a 79 ans. Elle a une maladie cardiaque. A-t-elle des parents? Des amis vers qui elle pourrait se tourner? J'ai appelé tout le monde. Personne ne l'a vue. Les amis disent qu'elle n'a pas appelé. Silas Grange notait chaque mot. Argent, documents. Qu'a-t-elle pris avec elle? Rien. Alta sentit une boule monter dans sa gorge. Le passeport est à sa place. Le téléphone est à la maison. L'argent aussi. La gouvernante dit qu'elle n'a même pas pris son sac à main préféré. C'est étrange. Le détective fronça les sourcils. Habituellement, les gens qui prévoient de partir prennent des documents et de l'argent. Décrivez-moi votre mère plus en détail. Habitude, endroit qu'elle aimait visiter. Alta passa l'heure suivante à répondre aux questions du détective. Elle raconta comment sa mère aimait visiter le cimetière, comment elle rencontrait parfois des amis dans un café, comment le mardi elle allait toujours à l'église. Je vais vérifier tous ces endroits, promit Silas. Je vais aussi demander les images de surveillance dans votre quartier. Mademoiselle Vance, je comprends à quel point c'est difficile pour vous, mais essayez de vous souvenir. Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre mère récemment? Alta réfléchit. Martha, notre gouvernante, a dit que maman était pensive ces derniers jours, mais je n'y ai pas attaché d'importance. Nous nous parlions à peine. Je suis constamment au travail. Très bien, je vais commencer le travail immédiatement. Je vous tiendrai au courant. Le détective se leva. Et une chose de plus, ne perdez pas espoir. Dans ma pratique, il y a eu des cas où des gens ont été retrouvés un mois plus tard, ou même 2. Quand Silas Grange partit, Alta s'effondra dans son fauteuil. Elle avait engagé le meilleur détective. La police travaillait. Des affiches de disparition étaient collées partout dans la ville. Que pouvait-elle faire d'autre? Les jours suivants se transformèrent en une attente angoissante. Silas appelait tous les soirs pour faire un rapport, mais il n'y avait aucun résultat. Il vérifia tous les cafés et églises, interrogea les amis de sa mère, examina les images. Béatrice Vance semblait s'être dissoute dans l'air. J'ai vérifié les hôpitaux dans un rayon de 160 km, dit le détective. J'ai aussi contacté des collègues dans les villes voisines. Rien. Comment une personne peut-elle juste disparaître? Alta faillit hurler dans le combiné. Nous vivons au XXIe siècle. Il y a des caméras partout. Malheureusement, pas partout. Il n'y a pas beaucoup de caméras dans votre quartier résidentiel. La dernière chose que j'ai réussi à établir, votre mère a quitté la maison tôt le matin, vers 6 heures. Ensuite, la piste s'arrête. Alta continuait d'aller travailler parce qu'elle ne savait pas comment s'occuper autrement. Rester assise à la maison et attendre était insupportable. Mais le travail n'apportait aucun soulagement non plus. Elle menait des négociations, signait des papiers, rencontrait des partenaires, mais tout cela se passait comme sous l'eau, dans un brouillard irréel. Mademoiselle Vance, m'entendez-vous? La voix d'un partenaire sur l'appel vidéo la ramena à la réalité. Oui, désolé. Que disiez-vous à propos des délais de livraison? Êtes-vous d'accord avec les dates proposées? Alta regarda l'écran, mais les chiffres et les graphiques devenaient flous devant ses yeux. Oui, je suis d'accord. Elias préparera les documents. Lorsque la connexion fut coupée, elle laissa tomber sa tête dans ses mains. Ses pensées revenaient constamment à sa mère. Et si Béatrice était partie précisément à cause de leur dispute? Et si les derniers mots qu'Alta lui avait dits étaient si cruels que sa mère avait décidé que non, elle ne pouvait plus rester? Elle ne pouvait même pas penser à cela. Mademoiselle Vance. Elias entra dans le bureau avec du café. Buvez. Vous n'avez presque rien mangé de toute la semaine. Merci. Elle prit la tasse mais ne toucha même pas la boisson. Comment vont les recherches? Quelque chose a-t-il avancé? Aucun résultat. La voix d'Alta était sans vie. Grange travaille jour et nuit, mais rien. Je ne sais plus quoi faire.
Elias s'assit sur le bord du bureau. Peut-être devrions-nous annuler la réunion avec les investisseurs, ou la déplacer quelques semaines plus tard. Vous n'êtes pas en état de mener des négociations aussi sérieuses. Alta leva brusquement la tête. La réunion avec les investisseurs? Elle avait complètement oublié. C'était l'affaire la plus importante de l'année. L'avenir de l'entreprise en dépendait. C'est vrai. Le vol est aujourd'hui. Elias, quelle heure est-il? 14h30 et le vol est à 18h, lui rappela l'assistant. Donc le vol est dans 3 heures. Alta se prit la tête. Mon Dieu, je n'ai même pas fait mes valises. Mademoiselle Vance, dit Elias doucement. Je peux y aller seul, ou nous pouvons reprogrammer. Vous n'êtes pas obligé. Non. Elle se leva brusquement. Je suis inutile ici de toute façon. Le détective travaille. La police travaille. Je ne fais que gêner en appelant toutes les 2 heures. L'affaire se fera. C'est trop important pour l'entreprise. Mais si quoi que ce soit arrive, Martha sera à la maison. Elle me préviendra si maman se montre. Alta rassemblait déjà des documents dans son sac. Je lui laisserai tous les contacts, et ceux de Silas Grange aussi. Êtes-vous sûr? Elias la regarda avec doute. Les négociations dureront plus d'une semaine, peut-être 2. Je suis sûr, dit Alta avec décision, bien qu'à l'intérieur tout se serrait de peur. Partir maintenant, alors que sa mère était portée disparue, cela ressemblait à une trahison. Mais l'entreprise. 200 personnes y travaillaient. 200 familles dépendaient de ses décisions. Elias, commande une voiture pour l'aéroport. Je dois passer par la maison, prendre mes affaires. D'accord, alors on se voit à l'aéroport. Oui, acquiesça-t-elle, et ils échangèrent des regards tendus. À la maison, Alta fit une valise à la hâte. Martha s'activait à côté, aidant à plier les vêtements. Mademoiselle Vance, et pour Madame Béatrice, demanda la gouvernante avec anxiété. Martha, j'ai une demande très importante pour vous. Alta s'arrêta et prit la femme par les mains. Si maman apparaît, s'il y a la moindre nouvelle, appelez-moi immédiatement, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Compris. Bien sûr. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. J'écrirai tout de suite. Voici le numéro du détective. Voici le numéro du commissariat. Alta écrivit sur un morceau de papier. Si quelque chose arrive et que je ne suis pas joignable, appelez-les. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Une supplication résonna dans la voix de Martha. Bien sûr, je reviendrai. Maximum 3 mois. Mais même en disant ces mots, Alta sentit son cœur se serrer de douleur. Elle appela Silas Grange directement depuis la voiture, sur le chemin de l'aéroport. Détective, je suis obligé de partir en voyage d'affaires pour 3 mois, mais je serai joignable 24 heures sur 24 si vous découvrez quoi que ce soit. Je comprends, mademoiselle Vance. Ne vous inquiétez pas, je continuerai les recherches. J'ai quelques pistes supplémentaires à vérifier. Quelles pistes? Elle agrippa le téléphone. Trop tôt pour le dire. Je ne veux pas donner de faux espoirs, mais je travaille. Soyez rassurés. Alta marcha précipitamment à travers le parking de l'aéroport, traînant sa valise derrière elle. Elias était déjà entré à l'intérieur, mais elle s'attarda pour répondre à un appel urgent de Silas. La conversation fut courte et infructueuse. Pas de nouvelles pistes, pas de témoins, rien. En raccrochant, elle accéléra le pas. Il restait moins d'une demi-heure avant l'enregistrement, et elle ne pouvait pas être en retard. Les investisseurs n'attendraient pas si elle manquait le vol. Près de l'entrée du terminal, elle remarqua une femme, jeune, peut-être 30 ans, avec un enfant dans les bras. Ils étaient assis sur une barrière en béton. Quelque chose dans cette image fit s'arrêter Alta. La femme était vêtue d'un manteau usé, clairement pas à sa taille. Ses cheveux étaient ébouriffés, mais son visage. Son visage était étonnamment beau, avec des traits réguliers et de grands yeux sombres. Et le bébé dans ses bras, tout petit, était enveloppé dans une fine couverture, clairement insuffisante pour le temps automnal. Alta allait passer son chemin. Elle n'avait pas le temps. Elle devait se dépêcher. Mais quelque chose la força à s'attarder. Peut-être étaient-ce les yeux de la femme, fatigués mais pleins d'une certaine dignité tranquille, ou la façon dont elle pressait tendrement l'enfant contre elle,
essayant de le réchauffer avec son corps. Excusez-moi. Alta s'approcha. Tout va bien? La femme tressaillit et leva un regard las vers elle. Oui, tout va bien, répondit-elle doucement, instinctivement, pressant le bébé plus fort contre sa poitrine. Pardonnez mon indiscrétion, mais avez-vous un endroit où loger? La femme se tut un instant, comme si elle débattait de dire la vérité à une étrangère. Puis elle baissa les yeux. Pas pour le moment, mais on va se débrouiller. Alta regarda l'enfant, un garçon, à en juger par le chapeau bleu, dormant le visage enfoui dans l'épaule de sa mère. Il n'avait pas plus d'1 an, et soudain une pensée traversa l'esprit d'Alta. Et si ma mère était assise quelque part comme ça aussi, seule et impuissante? Et si quelqu'un passait devant elle aussi indifféremment que la plupart des gens passent devant cette femme en ce moment? Écoutez. Alta fouilla dans son sac à main et sortit un trousseau de clés. J'ai une maison au bord d'un lac, dans le nord de l'État, à environ 60 km d'ici. Je m'envole pour longtemps, plusieurs mois. La maison est vide. Voulez-vous y habiter? La femme la regarda avec une telle incrédulité, comme si Alta lui avait offert $1 million. Quoi? Mais pourquoi? Vous ne me connaissez pas, et ça compte. Alta tendit les clés. Vous avez un petit enfant. Il a besoin d'un toit au-dessus de sa tête. J'ai ce toit, et pour l'instant personne n'en a besoin. Je ne peux pas juste accepter ça. La femme était clairement désemparée. C'est trop. Le bébé dans les bras de la femme remua et commença à pleurer doucement. La mère commença à le bercer et Alta vit ses mains trembler, de froid ou de fatigue. Je pars en négociation pour 3 mois. Habitez chez moi pour l'instant, répéta Alta, offrant à nouveau les clés. 3 mois. La femme hésitait encore à prendre les clés. Mais pourquoi faites-vous cela? Alta y réfléchit. En effet, pourquoi? Elle n'était pas habituée aux décisions spontanées, surtout comme celle-ci. Laisser une étrangère entrer dans sa maison était imprudent, mais quelque chose en elle lui disait que c'était juste. Parce que j'ai trébuché. Parce que ma mère est portée disparue en ce moment, et je ne sais pas où elle est ni si elle va bien. Et je veux croire que si elle est quelque part et qu'elle a besoin d'aide, quelqu'un sera là et l'aidera, comme je vous aide maintenant. La femme tendit lentement la main et prit les clés, les yeux remplis de larmes. Merci, chuchota T.L. Je ne sais même pas quoi dire. Je m'appelle Sienna, et voici Léo. Alta, se présenta T.L. Écoutez, je dois courir. Je suis en retard pour mon vol, mais je vais appeler mon chauffeur tout de suite. Il vous emmènera. Elle composa le numéro de Dante, son chauffeur habituel. Dante, êtes-vous toujours sur le parking? Oui, mademoiselle Vance. Il s'est passé quelque chose? Une femme avec un petit enfant arrive à l'entrée du terminal en ce moment. Elle s'appelle Sienna. Conduisez-les à la maison du lac, s'il vous plaît. À la maison du lac? La surprise résonna dans la voix de Dante. Oui. Alta dicta rapidement les instructions. Et achetez-leur tout ce dont ils ont besoin. Des courses pour commencer, des vêtements pour l'enfant. Il est clair qu'ils ont besoin de tout. Nourriture pour bébé, couches, tout ce dont les bébés ont besoin. Compris. Tout sera fait. Mademoiselle Vance. J'arrive. Alta se tourna vers Sienna. On va vous conduire. Il y a tout le nécessaire à la maison du lac. Le linge est dans le placard de la chambre. La vaisselle dans la cuisine. Le chauffage est électrique. Vous vous débrouillerez. Je ne sais pas comment vous remercier. Sienna la regarda comme si elle voyait un ange. Vous avez sauvé nos vies. N'exagérez pas, Alta sourit, bien que son âme soit lourde. J'ai juste aidé. Elle s'était déjà retournée pour partir quand Sienna l'interpella. Alta, j'espère qu'ils retrouveront votre maman. Ils le feront certainement. Alta hocha la tête, incapable de dire un mot de plus, et se précipita dans le terminal. Au comptoir d'enregistrement, Elias l'attendait déjà nerveusement. Mademoiselle Vance, où étiez-vous? 3 minutes avant la fermeture de l'enregistrement. Désolé. J'ai été retenu. Elle tendit ses documents à l'agent. Pendant qu'il traitait les bagages, Elias ne détachait pas son regard scrutateur d'elle. Il s'est passé quelque chose? Non. Je veux dire, oui.
J'ai juste donné les clés de la maison du lac à une sans-abri avec un enfant. Elias s'arrêta net. Vous avez fait quoi? Donner les clés de la maison du lac, répéta Alta calmement, prenant sa carte d'embarquement. Ils vivront là-bas pendant que je suis parti. Mais Elias essayait clairement de trouver ses mots. N'avez-vous pas peur de laisser des étrangers dans la maison du lac? Vous ne la connaissez pas du tout. Et si elle? Enfin, je ne sais pas, vole quelque chose ou transforme l'endroit en repère de drogue. Alta s'arrêta et le regarda. Non, je n'ai pas peur. La femme n'est pas coupable que son destin ait tourné ainsi. Je suis sûr qu'elle est bien. D'où vient une telle confiance? Elias secoua la tête. Mademoiselle Vance, vous avez toujours été prudente en affaires, vérifiez chaque partenaire, et là. Là. J'ai juste senti que je devais aider. Alta l'interrompit. Il n'y avait pas de mensonge dans ses yeux, Elias. Seulement de l'épuisement et de la peur. Et ce bébé, il avait froid. Comment pouvais-je passer mon chemin? Elias soupira. Très bien. Espérons que vous avez raison. Ne serait-ce que parce que je ne veux pas gérer les conséquences si vous avez fait une erreur. Ils passèrent la sécurité et se dirigèrent vers la porte d'embarquement. La salle d'attente était bondée et bruyante. Alta s'effondra sur une chaise, sentant la fatigue l'envahir. La semaine dernière avait pressé toutes ses forces hors d'elle. Vous êtes inquiète pour votre mère. C'est pour ça que vous avez aidé cette femme, demanda doucement Elias, s'asseyant à côté d'elle. Je ne sais pas, répondit honnêtement Alta. Peut-être que je voulais juste faire quelque chose de bien. Peut-être est-ce une forme d'expiation. Expiation pourquoi? Pour avoir été une mauvaise fille? Pour le fait que les derniers mots que j'ai dit à maman étaient cruels. Pour le fait que je m'envole maintenant au lieu de rester et de la chercher. Vous n'êtes pas une mauvaise fille. Elias secoua la tête. Vous faites ce que vous devez faire. Ce que je dois. Alta rit amèrement. J'ai fait ce que je devais toute ma vie. Et voici le résultat. Maman a disparu. Je n'ai pas de famille. Juste un travail sans fin. L'embarquement fut annoncé. Ils se levèrent et se dirigèrent vers la porte. Dans la file, Alta vérifia encore son téléphone. Aucun message de Martha ou du détective. Dans l'avion, elle s'installa près du hublot. Elias s'assit à côté d'elle et sortit son ordinateur portable. Passons en revue la présentation une fois de plus, suggéra-t-il. Allons-y, Alta hocha la tête, bien qu'elle n'ait absolument pas envie de penser au travail. Pendant l'heure suivante, ils discutèrent du projet qui était censé propulser l'entreprise à un nouveau niveau. Elias montra des graphiques et des calculs, expliqua la stratégie, et Alta hochait la tête et prenait des notes, mais ses pensées étaient loin. L'avion décolla, et Alta pressa son front contre le hublot froid. En bas restait la ville où sa mère était, ou n'était pas. Avec chaque jour, l'espoir fondait. Mademoiselle Vance, l'appela Elias. Vous m'écoutez? Désolé, je me suis perdu dans mes pensées. J'ai demandé, quand contactons-nous Dante? Je veux m'assurer qu'il a emmené cette femme là-bas. Bonne idée. Alta composa le numéro du chauffeur. Dante, comment tout s'est passé? Tout est super, mademoiselle Vance. J'ai emmené Sienna et le bébé à la maison du lac, je les ai aidés à s'installer, puis je suis allé au supermarché, j'ai acheté des courses, des vêtements pour le gamin. La femme pleurait de gratitude. Merci, Dante. Je transférerai l'argent pour les achats. Ne le mentionnez pas. Au fait, c'est une bonne femme, intelligente, elle m'a raconté un peu sa vie. Elle a un diplôme universitaire, travaillait comme comptable, mais son mari s'est révélé être un tyran. Elle a dû s'enfuir. Je vois. Alta sentit qu'elle ne s'était pas trompée dans son impulsion. Dante, gardez un œil sur eux, s'il vous plaît. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, aidez-les. Bien sûr. En raccrochant, Alta se renversa dans son siège. Elias la regardait avec curiosité. Eh bien, satisfaite? Oui, sourit Alta. Tu sais, même dans une période aussi difficile, c'est agréable de réaliser qu'on a pu aider quelqu'un. C'est noble, convint Elias, bien que toujours imprudent. Chaque soir, étant à l'hôtel, Alta appelait à la maison. Martha répondait toujours à la première sonnerie, comme si elle ne lâchait pas le téléphone des mains.
Martha, des nouvelles? Non, mademoiselle Vance, aucune. Le détective a-t-il appelé? Oui, ce matin. Il dit qu'il vérifie une nouvelle théorie, mais rien de concret pour l'instant. La police n'a rien trouvé non plus. Désolé, mademoiselle Vance. Vous n'êtes coupable de rien, dit Alta avec lassitude. Merci de me tenir au courant. Les négociations furent difficiles. Les investisseurs pinaillaient sur chaque chiffre, exigeaient des garanties supplémentaires, posaient des conditions. Alta menait les négociations en pilote automatique, répondant mécaniquement aux questions et avançant des contre-arguments. Elias la soutenait du mieux qu'il pouvait, mais même lui voyait que sa patronne tenait avec ses dernières forces. Mademoiselle Vance, vous avez été géniale aujourd'hui, dit-il après une autre série de négociations. Vous avez réussi à les convaincre de baisser le pourcentage. Oui, répondit-elle indifféremment, vérifiant son téléphone. Pas de message. Les chances que tout aille bien avec Béatrice diminuaient chaque jour. Alta connaissait les statistiques. Plus le temps passe depuis le moment de la disparition, plus la probabilité de retrouver la personne vivante et en bonne santé est faible. Cela la rendait malade. Mais elle devait se ressaisir, sourire aux investisseurs, discuter des termes du contrat, faire semblant que tout était sous contrôle. Et la nuit, elle restait allongée dans sa chambre d'hôtel et fixait le plafond, repassant la dernière conversation avec sa mère dans sa tête, chaque mot, chaque intonation, et avec chaque jour, le poids de la culpabilité devenait plus lourd. 6 mois passèrent. Alta passa une demi-année en négociation, qui étaient censées être les plus importantes de l'histoire de son entreprise. Les investisseurs se révélèrent si exigeants et prudents que chaque point du contrat fut discuté pendant des semaines. Initialement, il était prévu que tout prenne 3 mois, mais les négociations s'éternisèrent. De nouvelles conditions surgirent. Des réunions supplémentaires avec des partenaires dans d'autres villes furent nécessaires. Maintenant, enfin, l'avion atterrissait dans sa ville natale, et Alta et Elias marchaient à travers le terminal de l'aéroport avec leurs valises. L'affaire était conclue, les contrats signés. L'entreprise reçut des investissements qui lui permettraient de s'étendre et d'entrer sur le marché international. C'était une victoire, mais Alta ne ressentait aucune joie. Mademoiselle Vance, vous êtes incroyable. Elias marchait à côté d'elle, ne cachant pas son enthousiasme. Vous avez géré ça honnêtement. Il y a eu des moments où je pensais qu'il refuserait. Mais vous les avez convaincus. C'est ton mérite aussi, Elias. Alta sourit avec lassitude, et tapota l'épaule de son assistant. Tu m'as aidé à persuader les investisseurs, surtout quand il s'agissait des délais de retour sur investissement. Sans tes calculs, nous n'aurions pas pu les convaincre. Travail d'équipe, répondit modestement Elias. Nous sommes une équipe, au fait. Rentrez-vous chez vous maintenant, ou à la maison du lac? Alta s'arrêta net. La maison du lac? Elle l'avait vraiment complètement oublié pendant ces mois. C'est vrai, j'ai oublié que j'ai des invités qui vivent là-bas. Elle sourit, haussant les épaules. Je me demande comment ils vont. Dante a mentionné quelquefois que tout allait bien. Peut-être rentrer à la maison d'abord pour se reposer, suggéra Elias. Non. Alta secoua la tête avec décision. J'irai au lac. Je veux m'assurer que tout va bien, et mieux connaître Sienna. Après tout, elle vit dans ma maison depuis 6 mois, et je ne lui ai pas vraiment parlé. Ils se dirent au revoir à la sortie. Elias prit un taxi, et Alta appela Dante. Le chauffeur arriva en 20 minutes, souriant joyeusement. Mademoiselle Vance, je suis si content de vous voir. Comment se sont passées les négociations? Avec succès, Dante. Fatigué, bien sûr, mais le résultat en valait la peine. Allons à la maison du lac. La maison du lac, pas à la maison. Non, je veux vérifier comment vont les choses. Au fait, comment va Sienna? Comment va le bébé? Oh, tout est excellent. Dante s'anima. Sienna est une femme tellement merveilleuse, travailleuse, soignée. La maison est toujours en ordre, et elle a trouvé un travail au magasin local. Mika grandit à pas de géant. Il a déjà commencé à marcher. Il marche déjà? Alta fut surprise. Quel âge avait-il quand je suis parti? 10, 11 mois. Maintenant il a 1 an et 5 mois. Un petit garçon tellement vif. Ils s'engagèrent sur l'autoroute. Les paysages familiers défilaient par la fenêtre.
La ville céda progressivement la place aux banlieues, puis aux champs et à la forêt. Alta regardait par la fenêtre et pensait à sa mère. Au cours de ces 6 mois, la piste s'était complètement refroidie. Silas Grange avait continué à travailler pendant les 3 premiers mois, mais avait ensuite admis qu'il était dans une impasse. La police n'avait rien trouvé non plus. Le dossier de la disparition de Béatrice Vance passait progressivement aux archives. Alta avait appris à vivre avec cette douleur. Elle ne pleurait plus chaque nuit, ne tressaillait plus à chaque sonnerie de téléphone. Elle l'acceptait simplement comme un fait. Sa mère avait disparu, et très probablement, elle ne la reverrait jamais. Cette pensée était insupportable, mais elle devait vivre avec. La maison du lac était située dans un endroit pittoresque, entouré de pins. Une maison à 2 étages, avec une grande véranda et un jardin bien entretenu. Son père avait acheté cet endroit il y a longtemps, quand Alta était encore adolescente. Ici, il passait les étés. Ici, il célébrait les fêtes de famille. Après la mort de son père, Alta ne venait presque jamais ici. Trop de souvenirs. La voiture tourna sur la route de campagne familière. Quelques minutes plus tard, la maison apparut, et Alta remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Des fleurs s'épanouissaient dans les parterres. Le portail était fraîchement peint. De nouveaux rideaux pendaient aux fenêtres. L'endroit semblait habité, accueillant. Vous voyez, dit Dante avec satisfaction. Sienna s'occupe vraiment bien de la maison. Ils sortirent de la voiture. Alta regarda autour d'elle. Même les allées étaient balayées, l'herbe tondue. Elle se dirigea vers la maison quand soudain, elle entendit un rire d'enfant venant du jardin. Contournant la maison, Alta arriva au kiosque qui se trouvait au bord de la propriété, près d'un petit étang, et ce qu'elle vit la fille se figer sur place. Dans le kiosque, dans un fauteuil en osier, était assise une femme âgée vêtue d'une robe légère. Sur ses genoux était assis un tout petit aux boucles brunes, et la femme lui racontait quelque chose, pointant les canards nageant dans l'étang. L'enfant riait, tapant dans ses mains. Alta sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle connaissait cette femme. Elle la reconnaissait parmi des milliers d'autres. Maman. La voix était rauque, à peine audible. La femme leva la tête et regarda Alta. Le visage était douloureusement familier. Les mêmes yeux marrons, le même nez élégant, les mêmes lèvres fines, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans les yeux. Seulement une légère curiosité. Quoi, demanda Béatrice, inclinant la tête. Nous connaissons-nous? Tu as dit. Maman? Alta fit un pas en avant, puis un autre, ses jambes flanchaient, son cœur battait sauvagement. Maman, c'est moi, Alta, ta fille. Béatrice la regarda attentivement, comme si elle essayait de se souvenir, puis secoua lentement la tête. Pardonnez-moi, mais je ne vous connais pas. Vous devez faire erreur, madame. Alta soupira lourdement, ne comprenant pas ce qui se passait. 6 mois de recherche, 6 mois de désespoir et d'espoir, et sa mère avait été ici tout ce temps, à la maison du lac, à 80 km de la maison. À ce moment-là, Sienna sortit de la maison avec une grande marmite dans les mains. En voyant Alta, elle sourit. Oh, vous êtes de retour. Bienvenue à la maison. Elle posa la marmite sur la table dans le kiosque. Déjeunerez-vous avec nous? Je viens de faire de la soupe. Sienna. Alta pointa sa mère d'une main tremblante. Cette femme. Comment est-elle ici? Ah, Madame B. Sienna regarda la femme âgée avec tendresse. Elle vit avec nous depuis de nombreux mois maintenant. Pourquoi? Le bébé sur les genoux de Béatrice fit un signe de la main à Alta. Sienna. Alta s'approcha. Sa voix tremblait. C'est ma mère. Béatrice Vance. C'est ma mère. Sienna se figea, la marmite faillit tomber de ses mains. Alors, c'est votre maman. Sienna fut surprise, déplaçant son regard d'Alta à Béatrice. Mon Dieu, je ne savais pas, elle est sortie de la maison et a disparu il y a 6 mois. Alta parlait de manière incohérente, les larmes roulant déjà sur ses joues. La police a cherché, un détective privé. Personne n'a pu la trouver, et j'étais si inquiète. Je pensais l'avoir perdue pour toujours. Sienna s'affaissa sur le banc comme si ses jambes ne la tenaient plus. Sienna, s'il vous plaît. Alta saisit ses mains. Dites-moi comment elle s'est retrouvée ici. D'accord. D'accord.
Sienna hocha la tête. Asseyez-vous. Je vais tout vous raconter. B, chérie, pouvez-vous jouer avec Léo un peu plus longtemps? Bien sûr. Béatrice sourit au bébé. Nous allons nourrir les canards. Oui, rayon de soleil. Alta s'assit en face de Sienna. Ses mains tremblaient, et elle les serra en poing pour arrêter les tremblements. Racontez-moi tout depuis le début. C'était quelques jours après que vous nous ayez donné les clés, commença Sienna. Je me souviens, exactement 4 jours s'étaient écoulés. Léo et moi sommes allés nous promener à la rivière. Il y a un endroit très beau pas loin d'ici où l'on peut s'asseoir sur la rive, et soudain j'ai vu cette femme. Où exactement, l'interrompit Alta. Par le pont. Elle se tenait au milieu de la route, et semblait perdue. Je voulais d'abord passer mon chemin, mais elle avait si peur. Je me suis approché et j'ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle m'a regardé avec des yeux si perdus et a demandé, où est la maison? Je cherche la maison. Alta écoutait, sans respirer. J'ai demandé, quelle maison? Elle a nommé la rue, un numéro. Cette rue? Cette maison? Sienna pointa la maison du lac. J'étais choqué. J'ai dit, eh bien, je vis dans cette maison. Venez, je vous accompagne. Nous l'avons amenée ici et elle. Elle a commencé à pleurer. Elle est entrée dans la maison, a regardé autour d'elle et a éclaté en sanglots, a dit, je connais cet endroit. J'étais ici. Nous étions ici avec Langston. Elle répétait constamment ce nom. Langston. Langston est mon père, dit Alta doucement. Il est mort quand j'avais 25 ans, il y a 30 ans. Vous voyez, Sienna hocha la tête. Elle vit dans le passé, se souvient de son mari, se souvient de sa jeunesse, mais tout ce qui s'est passé après sa mort. Elle ne s'en souvient pas, Alta regarda sa mère, qui parlait joyeusement au tout petit. Du tout? Du tout? J'ai essayé de l'interroger sur sa famille, sur sa maison. Elle a décrit l'appartement où elle vivait avec son mari. A décrit son travail. Elle était enseignante, n'est-ce pas? Mais à propos de vous? À propos du fait qu'elle a une fille? Rien. Comme si cela n'était pas arrivé. Il faut la montrer à un médecin, dit Alta, essuyant ses larmes d'urgence. C'est une perte de mémoire. Peut-être un traumatisme. Peut-être est-elle tombée, s'est cognée la tête. Je l'ai emmenée chez un médecin, dit Sienna. Une semaine après l'avoir trouvée, chez le généraliste local. Il a dit que des tests et des scanners étaient nécessaires, mais Béatrice a refusé. Elle avait peur des hôpitaux. Je ne pouvais pas la forcer. C'est bon. Je trouverai un bon médecin. Alta faisait déjà des plans. Nous ferons tous les tests, les scanners, découvrirons ce qui lui est arrivé. Elles restèrent assises en silence pendant quelques minutes. Alta ne pouvait pas détacher son regard de sa mère. Béatrice tenait Léo dans ses bras et lui montrait comment jeter des miettes de pain au canard. Le bébé riait, et sa mère souriait avec un sourire si doux et heureux. Donc tout ce temps, elle a vécu ici avec vous, demanda finalement Alta. Oui. Sienna hocha la tête. Je ne pouvais pas la laisser seule. Vous comprenez? Elle était si perdue, si impuissante. J'ai décidé que je resterais avec elle jusqu'à ce que quelqu'un de sa famille soit trouvé. Je ne savais pas que c'était votre mère. Et comment avez-vous vécu? Sur quoi? Alta se souvint que Dante avait parlé d'un travail. J'ai trouvé un travail dans un magasin ici au village, pas loin. Le propriétaire, un homme merveilleux, m'a permis d'amener Léo avec moi. Le salaire n'est pas gros, mais c'était suffisant pour nous. Béatrice aidait à la maison, cuisinait, nettoyait. Elle cuisine merveilleusement, d'ailleurs. Sienna sourit. Et elle surveillait Léo quand j'étais au travail. Il s'est tellement attaché à elle. Il l'appelle grand-mère. Grand-mère, répéta Alta, et une nouvelle vague de larmes monta à sa gorge. Elle ne se souvient pas de sa propre fille, mais s'occupe de l'enfant d'une étrangère. Alta. Sienna se pencha en avant. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolé. Si j'avais su que c'était votre mère, je vous aurais contacté immédiatement. Vous n'êtes pas coupable. Alta secoua la tête. Vous l'avez sauvée. Vous lui avez donné un abri, pris soin d'elle. Sienna,
Merci infiniment de ne pas avoir abandonné ma maman, d'avoir veillé sur elle tous ces mois. Merci. Des larmes apparurent dans les yeux de Sienna. Vous nous avez abrités, moi et Léo, quand nous étions laissés avec absolument rien. Vous ne nous connaissiez même pas, mais vous avez aidé. Et je ne pouvais simplement pas abandonner une femme âgée qui avait besoin d'aide. Elles s'étreignirent, pleurant toutes les deux de soulagement, de bonheur, de tout ce qu'elles avaient vécu au cours de ces mois. Sienna. Alta se recula. Ce ne sont pas mes affaires, et vous n'avez pas à répondre si vous ne voulez pas. Mais comment vous êtes-vous retrouvé à la rue avec un enfant? Que s'est-il passé? Sienna essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. J'étais marié à un homme riche, Richard. Nous nous sommes rencontrés quand je travaillais dans son entreprise. Il était charmant, généreux, me faisait une cour magnifique. Je suis tombée amoureuse. Elle se tut. Son regard devint lointain. Le mariage était somptueux. Il m'a acheté un appartement, une voiture, des vêtements. Je pensais que c'était l'amour. Mais après la naissance de Léo, tout a changé. Il a commencé à être jaloux du bébé. Disait que je lui accordais trop d'attention. Et puis il a commencé à frapper. Mon Dieu, murmura Alta. Au début rarement, puis de plus en plus souvent. Il contrôlait chacun de mes pas. Je ne pouvais pas quitter la maison sans sa permission. Je ne pouvais pas appeler des amis. Mes parents sont morts et mon frère vit à l'étranger. J'étais toute seule, et j'avais peur qu'il me tue ou pire, fasse quelque chose à Léo. Sienna passa une main sur son visage, balayant de nouvelles larmes. J'ai économisé de l'argent petit à petit. Je le cachais. J'ai économisé pendant 6 mois. Et quand j'en ai eu assez pour un billet de bus, je me suis enfui. J'ai juste pris Léo et je suis parti pendant qu'il était au travail. Je suis allé à la gare et suis monté dans le premier bus qui partait. Je ne savais même pas où il allait. Je suis juste allé où mes yeux regardaient. Et puis je vous ai rencontré. Vous cherche-t-il? Demanda Alta. Je ne sais pas. Probablement. Le propriétaire du magasin m'a embauché au noir, donc Richard ne pouvait pas me trouver via les bases de données. Alta réfléchit. Tu sais, Sienna. Passons au prénom. Je pense qu'après tout ce que nous avons vécu, c'est approprié. D'accord, sourit Sienna. J'ai une proposition. Alta la regarda dans les yeux. Je veux t'offrir un emploi dans mon entreprise, à des conditions normales, avec un enregistrement officiel et un bon salaire. Tu as dit que tu travaillais comme comptable. Oui, mais. Pas de mais. Tu as sauvé ma mère, pris soin d'elle quand je ne savais même pas où elle était. C'est moi qui devrais être reconnaissante. Et aussi, je veux vous ramener tous à la maison. Maman, toi, Léo. J'ai une grande maison. Il y a assez de place pour tout le monde. Léo sera mieux en ville. Plus d'opportunités, de bons médecins, une garderie. Alta. Sienna la regarda avec étonnement. C'est trop. Tu as déjà fait tant pour nous. Ce n'est pas trop. C'est juste, dit Alta. Maman sera avec moi. Tu travailleras. Nous engagerons une nounou pour Léo pendant que tu seras au travail. Et quand il grandira, l'école maternelle. Tout le monde sera occupé, tous ensemble, comme une famille. Comme une famille, répéta Sienna, et des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. Je rêve d'une vraie famille depuis si longtemps. Ils déjeunèrent tous ensemble à la grande table du kiosque. Béatrice raconta des histoires sur sa jeunesse, sur sa rencontre avec Langston, sur leur voyage dans le sud pour leur lune de miel. Elle parlait vivement avec un sourire, et il semblait qu'elle était vraiment retournée à cette époque heureuse. Alta écoutait et pleurait, essayant de le faire discrètement. Sa mère était vivante, était tout près, mais en même temps, elle ne l'était pas. La femme assise en face ne se souvenait pas d'elle, ne la reconnaissait pas. C'était le bonheur et la tragédie simultanément. Le lendemain, Alta fit venir le meilleur neurologue de la ville à la maison du lac. Le médecin mena un examen, posa beaucoup de questions, prescrivit des tests et des scanners. À en juger par les symptômes, votre mère a subi un AIT, un mini-AVC, dit-il à Alta en privé. C'est arrivé très probablement au moment de la disparition, ou peu avant. Un mini-AVC peut se dérouler de manière presque asymptomatique. La personne ne comprend pas toujours même ce qui lui est arrivé, mais les conséquences peuvent être sérieuses.
Dans le cas de votre mère, les zones du cerveau responsables de la mémoire à long terme ont été touchées. Donc, elle ne se souviendra jamais de moi. La voix d'Alta tremblait. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Le cerveau est un système complexe. Parfois la mémoire est restaurée partiellement ou complètement. Parfois non. Cela prend du temps, de la rééducation, le soutien des proches. Je vais prescrire un traitement, des vitamines, des nootropiques, et le plus important, entourez-la de choses familières, de photographies, d'histoires. Cela peut aider. Une semaine plus tard, ils déménagèrent dans la maison en ville. Alta donna à Sienna et Léo une suite séparée au 2e étage. Elle engagea une nounou pour Léo, et intégra Sienna dans l'entreprise en tant que comptable. Sienna se révéla être une excellente employée, attentive, responsable, apprenant vite. Elias, qui la traitait initialement avec méfiance, admit un mois plus tard que c'était une décision réussie. Léo, pendant que sa maman était au travail, restait à la maison avec la nounou et Béatrice. La femme âgée s'était attachée au garçon et s'occupait de lui avec une telle tendresse que la nounou plaisantait souvent, « Je n'ai rien à faire ici. Madame Béatrice fait tout elle-même. » Petit à petit, très lentement, la mémoire commença à revenir. D'abord, Béatrice se souvint de son amie Elisabeth, puis de l'adresse de la maison où elle vivait avec sa fille. Ensuite, d'Alta elle-même. Cela arriva 3 mois après le déménagement. Alta rentra du travail, et sa mère l'accueillit au seuil avec un sourire. « Alta, ma fille, dit-elle simplement. Comme tu m'as manqué. » Et elles s'étreignirent, pleurant toutes les deux de bonheur. Béatrice ne se souvenait pas des détails des 30 dernières années, mais elle se souvenait de l'essentiel, qu'elle avait une fille qu'elle aimait. Maintenant, ils vivaient tous ensemble dans la grande maison. Sienna travaillait et gagnait progressivement confiance en elle. Léo grandissait en un garçon sain et heureux. Béatrice se rétablissait, et se souvenait de quelque chose de nouveau chaque jour. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Alta sentit qu'elle avait une vraie famille. Pas celle dictée par les obligations et le devoir, mais une famille créée par l'amour et le soutien mutuel. Je suis vraiment ravi que vous soyez ici, et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le-moi en likant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez, et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous tous, gens merveilleux, vous connectez. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous chaque jour.